Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour ce nouveau journal de la culture. Une émission entièrement littéraire aujourd'hui puisque plus de 650 livres ont débarqué dans nos librairies. Alors comment choisir? Vous saurez tout des paris les plus audacieux aux valeurs sûres. Et justement, il est l'un des écrivains les plus en vue de cette rentrée. Nous sommes en compagnie d'Olivier Adam. On parlera de son dernier roman, Les Lisières. Enfin, pourquoi ne pas laisser le hasard décider de vos lectures? On s'intéressera à la mode du book crossing. Donc bonjour à Olivier Adam. Bonjour. Vous êtes avec nous donc pour évoquer ce dernier roman, Les Lisières, paru chez Flammarion. On va en parler évidemment, mais puisque j'évoquais cette rentrée littéraire, qu'est-ce que vous pensez de ce phénomène et de cette affluence de romans? C'est une spécificité très française. Et quand on se promène un peu à l'étranger, quand on rencontre des écrivains étrangers, ils nous l'envient. C'est vrai que c'est souvent décrit comme une espèce de moment de compétition intense, avec les choses des prix, tout ça, qui crée un peu parfois des réactions un peu étranges, etc. En même temps, un moment où la littérature est aussi présente dans les médias, même si ça peut paraître un peu un cirque médiatique, parce qu'on crée des polémiques et tout ça, c'est quand même un moment où la littérature occupe le devant de la scène. Et c'est non seulement unique dans l'année, mais c'est aussi unique dans le monde, je crois. C'est donc une bonne chose. En tout cas, donc c'est chaque année le même branle-bas de combat dans les librairies. Je le disais, des centaines d'ouvrages sortent au même moment. Une exception française, donc oui, qui réserve évidemment de bonnes comme de mauvaises surprises. Difficile, en tout cas, pour les nouveaux venus de se faire une place sur les étals des libraires. 646 nouveaux romans et une poignée d'heureux élus. Voici les auteurs vedettes de la rentrée littéraire. Olivier Adam, Jérôme Ferrari, Philippe Djian, Cécile Gilbert. Si tous les critiques, toutes les librairies ont les mêmes têtes d'affiche, ou presque, évidemment ce n'est pas par hasard. Dès le mois de juin, les libraires dévorent une sélection de romans. Pendant l'été, chacun part avec son sac de romans. À la rentrée, on s'échange les coups de cœur. On dit les lectures qu'on a trouvées intéressantes pendant l'été, que d'autres librairies auraient pu rater. Mais dans le lot, des découvertes sont recommandées par les éditeurs eux-mêmes. Éditeurs qui s'empressent ensuite d'appeler les critiques littéraires, comme Marianne Payot de l'Express. Le grand argument, c'est de dire qu'il y a des bons retours. Ça, c'est le mot-clé. Et des bons retours. Et alors, encore mieux, bon retour des libraires. Donc ça veut dire les libraires, eux, ont déjà lu. Ils vont envahir leur librairie de tel ou tel ouvrage. Il ne faudrait pas passer à côté. Pour les stars comme Amélie Nothomb ou Christine Angot, que leur roman soit bon ou mauvais, impossible de ne pas parler de ces visages connus. La situation se complique encore un peu plus quand les critiques sont eux-mêmes écrivains. C'est le cas de Christophe Onodibio. Peut-on critiquer un livre de son propre éditeur ou encenser un ami? Je ne vais pas m'interdire, parce que j'aime les livres et parce que j'en fais, de pouvoir faire partager mon enthousiasme, je vais dire, au lecteur. Voilà. Et puis j'aime ça, ça me passionne, etc. Après, la question de l'éditeur, généralement, non, moi je ne parle pas des livres de mes éditeurs. Retour chez le vendeur, début septembre, la boucle est bouclée. À côté de la sélection maison, les incontournables sont bien là. La rentrée littéraire est un rendez-vous organisé qui laisse peu de place à l'improvisation. Alors, peu de place à l'improvisation. Et puis, Olivier Adam, il y a ce jeu des prix, vous en parliez tout à l'heure. Vous avez été écarté de la liste du Goncourt, sur laquelle beaucoup prédisaient que vous vous trouveriez et même que vous auriez ce fameux prix. Vous êtes déçu ou finalement, vous en parliez un peu, c'est un cirque médiatique qui ne vous plaît pas Non, je suis évidemment déçu, d'autant qu'il y avait une espèce de rumeur dont on ne sait pas d'où elle vient, qui me l'attribuait quasiment d'avance, le prix. Alors, voilà, mais bon, c'est comme ça. Moi, Et ça n'empêchera pas votre livre. Voilà, j'y étais pas. Et puis, il y y a beaucoup de livres de cette rentrée que j'aime beaucoup qui ne sont pas non plus. Et je suis aussi déçu pour eux. Je pense aux livres de Christine Angot, aux livres de Philippe Djian, aux livres de Lionel Duroy, qui sont aussi absents de la liste. Bon, voilà. Alors, on en vient à ce livre, Les Lisières, l'histoire de Paul, un écrivain, justement, un peu à la lisière de sa vie. Il est en pleine rupture et poursuivi par ce qu'il appelle sa maladie. On comprend la dépression. Dans quelle mesure ce personnage est un peu votre double? Il est mon double dans la mesure où je l'ai conçu comme ça, c'est-à-dire qu'il faudrait revenir à une définition vierge du mot autofiction, qui en France est devenu synonyme d'autobiographie. Pour moi, l'idée de l'autofiction, c'est de se mettre en scène
dans une fiction, dans une situation qui n'est pas la nôtre. Donc c'est vrai que je passe un personnage qui me ressemble à beaucoup d'égards, qui est écrivain comme moi, qui vit à Saint-Malo, qui est scénariste, qui a mes livres, qui a mon allure, on vous reconnaît, qui a clairement. mon caractère, qui a mon rapport au monde, mes idées. Et je le place dans une situation qui, elle, est fictive, qui est d'avoir été... foutu à la porte de chez lui par sa compagne parce qu'il est impossible à vivre, de voir ses enfants un week-end sur deux et d'être mis en demeure par son frère avec qui il n'a plus trop de relations, d'aller aider ses parents en banlieue parisienne qui sont souffrants. Et ce qui occasionne un espèce de retour sur les lieux qui l'ont à la fois fondé, qu'il a fui, auquel il consacre tous ses livres pourtant. Et alors justement, ce roman, c'est évidemment l'histoire de Paul, mais surtout une chronique justement de cette France, des lisières, vous le disiez, ces banlieues, ces provinces. D'où est venue cette envie de parler de cette France-là ? Parce que c'est la France. Voilà. La France des banlieues, des périphéries, des zones périurbaines, des zones rurbaines, est en passe de devenir le lieu commun de la société. Ça ne cesse de s'accroître partout, à croire qu'un jour, toutes ces zones de lotissement et tout ça vont finir par se rejoindre, découvrir la totalité du territoire. Et pourtant, elles sont étrangement non représentées. Elles se sentent non représentées politiquement. Parce que c'est un sujet assez politique. On en a quand même pas mal parlé dans la dernière élection présidentielle, la dernière campagne. Vous trouvez que les politiques s'en saisissent pas suffisamment ? Je pense que ces gens-là se sentent délaissés. Je pense qu'ils ne sont pas représentés dans la littérature, mais ils ne sont pas représentés au sens où les médias parlent de cette France-là comme si elle était spécifique, alors qu'elle est majoritaire. Elle est à la fois majoritaire et oubliée. Et les politiques ne semblent pas tenir compte de ce qu'ils vivent, à savoir le CDI qui est devenu un Graal, les difficultés pour se loger, la forme de ségrégation géographique qui s'opère en déclassant de plus en plus les classes moyennes et en les projetant comme ça dans ces zones laissées à moitié à l'abandon. Tout ça crée une sorte de très grand désarroi parce que ces gens-là, parce que la France, le peuple de France est soumis à des difficultés incommensurables et que, elle a depuis longtemps compris ou pas que les partis de droite, de toute façon, s'intéressaient à d'autres catégories de la population, je le crois, ou même quand elle fémine. Un peu de la gauche aussi, en fait. C'est-à-dire que la gauche, à un moment donné, elle a considéré que la lutte des classes, pour aller vite, mais en tout cas, le fait de défendre les catégories populaires et les catégories moyennes et d'essayer de faire dévier les processus de reproduction sociale, de domination, etc. Ils ont considéré que c'était vieux jeu, que stratégiquement, c'était pas payant. Alors, ils ont eu raison, puisque en s'adressant plutôt à la bourgeoisie intellectuelle et en relativisant les rapports de classe et leur conflictualité, ils ont gagné les élections. Maintenant, ils ont une responsabilité morale qui est d'avoir donné au peuple le sentiment d'être abandonné. Et malheureusement, Jean-Luc Mélenchon, qui a tenté de se faire le porte-voix de ces gens qui se sont délaissés, qui se sont réfugiés chez Marine Le Pen ou dans l'abstention, n'a pas convaincu. Ou même, je crois, n'a juste pas été entendu. Personne ne s'est vraiment aperçu qu'il existait à part les médias. Alors, Olivier Adam, ce roman est souvent décrit comme le plus abouti parmi ceux que vous avez écrits, et on ne peut pas ne pas remarquer une transformation physique qui va avec la sortie de ce roman. Vous avez vraiment mis de vous au sens propre dans l'écriture de ce livre-là ? Oui, d'abord, à l'origine du livre, il y avait vraiment la volonté chez moi de sortir enfin le livre que j'avais dans le ventre, quoi. Voilà, et de lâcher les chiens, de n'avoir d'égard pour personne, pour aucun parti, pour aucune catégorie de la population, et surtout pas d'égard pour moi-même, et d'écrire aussi ce livre en toute inconscience, comme si je ne devais pas être là devant vous à devoir en parler et l'assumer. Ensuite, il s'est trouvé que pour l'écrire, qui est un livre plus long que d'habitude, plus ambitieux, j'ai eu besoin d'être en forme physiquement, voilà, de retrouver la pleine possession de mes moyens. Il y a souvent un cliché qui veut qu'on écrive dans la douleur et tout ça. Moi, j'y crois pas du tout. Je crois qu'on n'écrit jamais mieux que quand on est acéré, lucide, aigu.
Bon. On va passer maintenant à un autre sujet que vous connaissez, je crois, un peu le book crossing, car parfois, pour tomber sur un bon livre, il faut tout simplement ouvrir ses yeux. Vous connaissez un peu cette... Oui, on laisse les livres... Voilà, exactement. En fait, hasard. les livres sont volontairement abandonnés sur un banc ou sur le quai d'une gare pour être retrouvés par un autre lecteur. Regardez. Sous ces airs mystérieux, Marc est un libérateur de livres. Sa mission, discrète, déposer en plein Paris plusieurs exemplaires d'un petit polar, bien en vue, dans des espaces publics. J'arrive, je cherche un endroit, je le dépose. Après, je reste 2-3 minutes, voir si quelqu'un le prend. Comment les gens réagissent aussi, c'est rigolo. Il y a beaucoup de gens qui le récupèrent, qui le feuillettent, qui le redéposent. En quelques minutes, les livres s'envolent, avec de nouveaux propriétaires, parfois un peu surpris. Lucie, elle, a récupéré le sien ici, il y a quelques jours. C'est une chasse au trésor, c'est-à-dire qu'à côté de chez moi, il y a un truc qui est caché, il faut aller le récupérer. Grande lectrice, Lucie avait repéré l'ouvrage sur un site internet consacré à cette opération originale. Ceux qui sèment les livres y donnent des indices, surtout en images, pour savoir où les dénicher. À l'origine de cette énigmatique chasse aux livres, une maison d'édition. Elle a dispersé 600 exemplaires de son thriller en France, espérant ainsi doper ses ventes, mais aussi créer un autre lien avec ses lecteurs. C'est le partage d'une expérience de lecture et idéalement, c'est ce que tout éditeur aimerait, en fait, c'est que ces livres soient lus très largement, qu'on se passe un livre en se disant vraiment il faut que tu le lises. Ces livres qui voyagent sont tous étiquetés et référencés sur ce site qui affiche 9 millions d'ouvrages. On peut y suivre leur itinéraire et partager des commentaires sur leur lecture. Alors désormais, lorsque vous sortez et ouvrez l'œil, un livre nomade vous attend peut-être quelque part, à vous de le trouver, avant qu'il ne soit trop tard. Et voilà, et ce sera peut-être le cas donc d'Elisière, votre livre, Olivier Adam. Merci beaucoup d'être venu nous en parler. Aujourd'hui, je rappelle que c'est paru chez Flammarion. Merci encore, c'est la fin de cette émission. N'oubliez pas que vous pouvez la retrouver sur notre site internet france24.com ainsi que sur Facebook et Twitter. Et pour finir, un classique de la littérature adaptée au cinéma, Confession d'un enfant du siècle d'Alfred de Musset avec Pete Doherty et Charlotte Gainsbourg dans les rôles titres. Merci à tous de nous avoir suivis. Blessed is he who escapes his times.